Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Max. Salut Max, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Je vais bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr. Alors, moi, c'est Max Venout, j'ai 30 ans, je suis expatrié en Bulgarie depuis 2 ans et je fais du business en général. Pourquoi je dis en général? Parce que je suis et sur du business physique et du business digital. En business physique, j'ai les coworking justement dans lesquels je me trouve, des boulangeries françaises à Sofia, même si bientôt vers un petit changement, j'en parlais bientôt sur ma chaîne. Et en business digital, j'ai une boîte de formation, j'ai une boîte en cyber. Et après, je fais aussi du consulting quand les gens ont besoin d'aide, par exemple sur de la création de société, de la fiscalité. En fait, vraiment, tous les gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et qui se lancent, j'essaye de les aider du mieux que je peux. Mhm. En fait, ce qui est bien, c'est que tu es vraiment un genre de couteau suisse. Tu touches Ouais, vraiment à tout. c'est C'est ça. vraiment bien. Mais là, actuellement, c'est quoi ton activité principale? Alors, pendant un bon moment, je travaillais 80% de mon temps sur la boulangerie parce que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout et du coup, il y avait des problèmes en permanence. Et puis, déjà qu'un business physique, c'est un peu plus compliqué à gérer qu'un business digital, au moins au lancement. Et en plus, bah, il y a des employés, il y a du matos, il y a de la production et en plus, il faut gérer le développement de la société. Donc, ça me prenait vraiment 80% de mon temps. Et là, pour spoiler un peu la boulangerie, je vais arrêter et je vais transformer ça en café parce que ça me permettra d'avoir moins de gestion, ça me permettra d'avoir moins de charges et pour autant de chiffre d'affaires, donc je m'y retrouverai largement plus. Ok. Donc là, on va dire que pour le café, ce serait un nouveau projet pour toi. Comment est-ce que tu as trouvé concrètement cette nouvelle opportunité? Bah, en fait, avec la boulangerie, on s'est rendu compte que les gens ne consommaient pas du tout comme en France. Les gens aimaient acheter pour rester, s'asseoir, c'est rester une demi-heure, 1 heure. Et du coup, quand on a ouvert notre deuxième boulange, on a orienté là-dessus. On a mis des chaises à l'intérieur, des tables, et on a une terrasse où on a mis des chaises et tables aussi. Et on s'est rendu compte que bah, les gens venaient, certes pour nos produits qui étaient bons, mais aussi pour pouvoir rester. Et un jour, une vendeuse me disait, mais c'est fou quoi, il y a 30-40% de la clientèle qui vient pour le café et pour boire un verre, et après on upsell avec nos produits. Et je me suis dit, attends, du coup, il y a moyen de faire quelque chose, puisque là, on faisait du 8h-19h. Je me suis dit, et si on proposait des brunchs, et si on proposait plateau de charcuterie, de fromage français, etc. Tu vois, on pourrait faire du 8h, 22, 23h, et augmenter le panier moyen, proposer plus de choses, vraiment comme un café qu'on retrouve chez nous en France. Mhm. Ok, donc là, on va dire que tu as ton idée de manière générale, tu as ton PC avec toi. Quels sont les premiers pas pour mettre cette idée en action? Quels sont les outils ou bien la technologie que tu as pu utiliser? Alors moi, j'essaie de rester au simple au maximum. Déjà, je suis toujours sur WhatsApp, Telegram, Viber, parce que je fais en sorte que les gens m'appellent le moins possible. Les gens qui m'appellent, je considère que c'est une urgence. Si tu veux me parler, envoie-moi un message. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus fluide. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges sur ces plateformes-là. Mes mails, j'ai l'application Spark que j'utilise pour gérer mes mails. Et après, j'ai des outils, on va dire, un petit peu plus classiques. J'ai Obsidian pour gérer mes notes, j'ai Notion également pour gérer tout ce qui est projet, ainsi de suite. Et après, j'ai le navigateur Internet, forcément, où j'ai mes petites, comment on dit, j'ai mes sites, j'ai mes apps, par exemple, Twitter, j'utilise beaucoup, YouTube, LinkedIn, où je suis très, 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 très investi dessus. Et après, j'ai un CRM que j'utilise qui s'appelle Folk. Et voilà, c'est tout. J'essaie de rester vraiment au plus simple. Ok, donc là, tu as quand même assez d'énormes projets. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir tous les gérer en même temps? Est-ce que tu as des choses que tu as pu automatiser ou déléguer? Absolument. Moi, je suis quelqu'un qui adore automatiser et processiser. Donc, dès que quelque chose peut être rendu de manière plus efficace, je fais en sorte que ce soit fait. Et donc, forcément, ça me permet de gagner du temps. Et après, quand tu fais du business physique, tu as très potentiellement l'obligation d'avoir des employés. Donc, forcément, tu as une partie du boulot qui est déléguée aux employés. Et ça te permet de scaler comme ça. Dès que tu as de plus en plus de boulot, t'emploies, enfin, tu recrutes, tu recrutes.
Et après, sur mes boîtes digitales, par exemple, ma boîte de formation, je fais en sorte de ne bosser que 2-3 heures par semaine dessus, puisque mon boulot, c'est d'envoyer des mails, de passer des coups de fil, d'envoyer des factures. Donc là, forcément, ça me prend pas beaucoup de temps. Et je suis en train de créer une plateforme avec un SaaS pour automatiser cette partie-là et que je n'ai plus à bosser dessus. Mhm. Ok. Donc là, on va dire que tu touches vraiment à la partie digitale et à la partie physique. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre les deux? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine Bien sûr, difficulté bien sûr. niveau physique que niveau digital? Bien sûr. Alors déjà pour le lancement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur de lancer du physique que du digital. Du digital, tu peux arriver avec 0 € et lancer un truc et commencer à faire de l'argent. Et rien que si tu fais un mois à 2 000 € de CA, bah, si tu n'as aucune charge, tu vois, tu prends presque 2 000 dans la poche. Après, il y a les charges, Mhm. etc., hein, mais les taxes et tout. Ah, mais le business physique, tu peux pas te lancer comme ça. Il faut un local, il faut du matos, il faut des employés, il faut une marque. Et tout ça, ça coûte de l'argent, ça te prend du temps, c'est de la préparation. Donc, au moins au lancement, le business physique est plus compliqué qu'un business digital. Maintenant, ton business digital, si demain tu te retrouves avec un Facebook, un Airbnb ou autre, bah forcément, tu as des milliers d'employés, tu as de la techno à gérer, tu as du service client, tu as de la maintenance, et donc oui, ça va te compliquer la vie. Mais moi, c'est ce que je recommande aux gens quand ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu fais de la prestation de service, tu crées une agence, tu as très peu de risques et tu peux être très rapidement rentable. Mhm. Ouais, je vois. Là, comment tu as fait pour pouvoir valider une idée que tu as sur le marché? Par exemple, ta boîte de cybersécurité, comment est-ce que tu as fait pour la valider sur le marché? Quels a été les KPIs que tu as utilisés pour mesurer son potentiel succès, voire même Ah aussi la bah écoute, c'est simple. Pour la boîte de cyber, quand tu es dans l'informatique, tu te rends compte que le personnel, c'est ce qui est le plus dur à avoir. Et moi, de par mon réseau, j'ai réussi à avoir beaucoup de gens qui cherchaient à travailler avec moi dans ce milieu-là. Donc je me suis dit, OK, si j'ai les personnes, déjà, j'ai fait le plus dur. Et ensuite, pour aller chercher des clients, bah, je publiais beaucoup sur LinkedIn. Donc il y avait un côté inbound où les gens venaient à moi pour me dire, bah, j'ai vu tes posts, j'ai vu que tu travailles dans ça, on a besoin d'aide. Et après, je travaille aussi sur l'outbound où j'allais prospecter en disant, écoute, j'ai vu que tu étais telle personne, que tu travaillais dans ça. Est-ce que tu as besoin de telle chose? Et je proposais le service. Et après, bien évidemment, ça partait en entretien, il fallait que je vende le truc, il y avait des négociations et ainsi de suite. Et pour la boulangerie, c'est un peu la même chose. Quand on a voulu ouvrir à Sofia, parce qu'il n'y a pas de boulangerie française, on s'est dit, on met le minimum et on voit si ça marche. Donc on a acheté ce qu'on pouvait en occasion, on a fait au mieux pour vendre le plus rapidement possible le plus de produits, et on s'est rendu compte que oui, il y a un marché. Les gens achètent, le chiffre d'affaires augmentait entre 10 et 30% chaque mois, donc il y avait une demande. Et du coup, selon ce que tu veux faire, bah, tu vas avoir, comme tu l'as dit, différentes KPI. Mais la principale, il y en a qu'une, c'est combien de clients tu ramènes. Si tu n'as pas de clients, tu peux faire le business que tu veux, ça va s'arrêter un jour ou l'autre. Mhm. Et du coup, selon toi, quel est le meilleur process pour pouvoir prospecter? Alors, pour de la prospection, moi, je recommande LinkedIn. Parce que certes, le mailing, ça marche. C'est clair et net. Ceux qui disent l'inverse n'y connaissent rien. Mais sur LinkedIn, c'est comme si tu avais un mailing plus avancé. Tu as directement les informations de la personne, tu peux te connecter avec tout le monde. Tu peux, si tu veux, demain envoyer un message au PDG de Leclerc, tu peux lui envoyer. C'est pas dit qu'il va Mhm. te répondre. Mais en tout cas, tu peux lui envoyer, tu peux être sûr qu'il va le recevoir. Et ça, tu vois, c'est un cran au-dessus du mailing. Parce que quand on voit des emails, il te faut ton nom de domaine, il faut que tu chauffes, il faut que tu récupères les informations des gens, il faut pas que tu te trompes. Tu vas être en concurrence parce que une personne lambda, quand tu fais de l'entrepreneuriat, tu reçois entre 20 et 100 mails par jour minimum, donc tu vas te Mhm. noyer dans le truc. Alors que LinkedIn, bah, si la personne que tu contactes, elle a 500 ou 1000 connexions, elle va pas recevoir tant de messages que ça chaque jour. Du coup, toi, tu vas arriver, notification, cette personne vous a contacté. Et là, la personne, bah, si tu as bien rédigé ton intro, ça fait un bon copywriting et un bon message de prospection,
la personne va lire ton message. Moi, après, ce que je fais, c'est que je vais me faire une séquence vraiment des commerciales de base. J'envoie un premier message, genre pied dans la porte, en mode bah voilà, j'ai vu que tu faisais ça, ça pourrait être intéressant qu'on soit dans le même réseau. En plus, c'est le principe de LinkedIn, tu vois, de développer son réseau. Je joue un peu sur le côté, bah, si t'es là, c'est que t'es fait pour qu'on puisse échanger. Et j'arrive à avoir des taux d'acceptation entre 30 et 50%. Et une fois que la personne m'a accepté, là, je commence la prospection en mode, ah, au fait, tu fais ça, on pourrait peut-être parler. En fait, ce qui est bien, c'est que lors de ce genre de prospection, c'est que tu ne vas pas envoyer un message pour lui vendre un truc. Tu vas d'abord Absolument essayer pas. de créer un lien avec cette personne-là pour ensuite voir Exactement. s'il y a une réelle possibilité de Exactement. faire du business avec lui. T'as tout résumé. Il y a trop de gens, quand ils prospectent, ils vendent direct. Mais ça va ou quoi? Tu vas pas aller voir quelqu'un dans la rue, tu le connais pas, salut, tu vas acheter mon truc. Ben, pourquoi tu fais la même chose par email ou par LinkedIn? Non. Renseigne-toi sur la personne. Déjà, est-ce que ta personne est dans le cœur de cible? Parce que si tu vends du matos de boucherie et des boulangers, tu peux faire autant de liens que tu veux, ça va pas faire grand-chose. Et une fois que tu as ciblé la bonne personne et que tu échanges avec elle, décèle vraiment son besoin. Vois si elle a vraiment besoin de quelque chose. Essaye de l'aider. Et là, tu ne vendras plus. Tu n'auras, ce sera plus de la vente, ce sera tu viendras en aide aux gens, en fait, s'ils en ont vraiment besoin. Et si ça ne marche pas comme tu veux, qu'est-ce que tu fais? Si ça échoue ou juste que ça ne prend pas de la manière dont tu voudrais, Dans la prospection, en général. en général. Ah, en général, bah, si un projet échoue, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as appris, tu en tires de l'expérience. Tu peux recommencer, puisque l'entrepreneuriat, c'est ça, hein. Moi, quand je vois des gens dire ouais, l'échec c'est mal, ils sont blacklistés. Je considère que ce sont des QI à du chiffre, parce que l'échec, déjà, pour un entrepreneur, si tu lui dis ouais, t'as raté, non, il a pas raté. Il a fait ce que 99% des gens ne font pas. Il a testé quelque chose, il a pris le risque, il a fait l'effort, il a travaillé, et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas échoué, ça n'a pas fonctionné. Et derrière, je sais plus quel entrepreneur ou investisseur disait ça, mais l'entrepreneuriat, tu as juste à réussir une fois pour être bien à vie. Et ça, c'est un truc, faut le garder en tête. T'échoues sur 15 boîtes, eh mais qu'est-ce que tu t'en branles? Si la 16e, elle est valorisée à 10 millions, c'est bon, t'es bien à vie, c'est fini, t'as fini le jeu de la vie, t'as gagné. Point. Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'essaie d'être un éternel optimiste. Parce que déjà, en entrepreneuriat, ton métier, c'est de résoudre des problèmes. Donc, si t'es pessimiste, tu vas pas aller loin. Et peu importe ce qui se passe, si t'as toujours ce côté, vas-y, t'inquiète, je vais y arriver, ça va le faire, bah, rien ne peut t'arrêter. Genre, tu vois, pour la boulangerie, là, techniquement, je vais la fermer pour ouvrir le café parce qu'il y a eu des problèmes et tout. Il y a 2 ans de taf, il y a eu des centaines de milliers d'euros d'investis. Tu vois, je suis pas plus stressé qu'un autre. Je me dis, bah, c'est pas grave, on repart sur autre chose. Et puis tout ce qui a été fait, j'en tire quelque chose. Je me suis fait beaucoup de contacts, je me suis fait beaucoup d'expériences. Je saurais le refaire autrement. Donc c'est que du bon. En fait, c'est surtout ça. C'est surtout que ce qui est bien, c'est que tu as pu avoir certains échecs qui t'ont permis d'apprendre. Et donc, tu sais Ah, très bien comment ça va fonctionner par la suite pour ne plus refaire ces mêmes erreurs. Mais là, c'est du ça. coup, quand ça commence à prendre pour un certain business que tu as pu faire, à partir de quel moment tu te dis, je vais scaler le projet? Alors c'est une bonne question. Je pense que ça dépend déjà de ton état d'esprit. Il y a des gens qui pourraient très bien se contenter, admettons que tu lances un business physique, tu vois, tu lances un resto. Il y a des gens qui pourraient très bien se contenter d'en avoir qu'un. Moi, je suis direct dans l'optique, ok, si dans 2 mois on peut en ouvrir trois, vas-y, on en ouvre. Et donc déjà, selon la philosophie que tu vois, ça peut plus ou moins balancer d'un côté ou de l'autre. Ensuite, pour un business digital, bah, vraiment, moi je te souhaite de penser directement à scaler. Alors bon, je sais que de nos jours, t'as beaucoup la vague de solopreneurs qui poussent un peu la croissance lente, qui veulent pas trop se prendre la tête, mais encore une fois, euh, ça dépend quel type d'entrepreneur tu es. Si tu as un mec en mode, vas-y, on y va à fond, il faut penser, il faut penser avant même de lancer le projet comment tu vas scaler. Genre, pour te reprendre l'exemple de la boulangerie, nous, quand on l'a lancé,
on s'est dit: «On fait un gros local de prod, qu'on soit à même d'ouvrir 5 boulangeries». Comme ça, on n'a pas besoin de recréer l'aspect prod à chaque fois. On a juste à créer l'aspect boutique et ça nous facilite la vie. Alors que si on avait été un peu con et qu'on s'était dit: «OK, vas-y, on fait la première et on voit», bah, on aurait eu, à chaque fois besoin de recréer un espace de prod avec un espace de vente et un espace de prod, ça veut dire, des machines à plusieurs dizaines de milliers d'euros à acheter. Donc, c'est une perte de temps, une perte d'argent, et en plus, ça veut dire qu'à chaque endroit, il fallait des boulangers en plus, donc même en ressources humaines, ça aurait été compliqué. Et sur du business digital, bah, l'avantage, c'est que de nos jours, tout est automatisable, tout est facilement scalable. La seule, on va dire, contre-indication, ça serait au niveau des ressources humaines. Si tu fonctionnes en mode agence, tu fonctionnes très probablement avec des employés. Et donc Mhm. là, l'humain, c'est le plus difficile à gérer. Que ce soit en recrutement ou que ce soit une fois recruté. Et donc là, ouais, la scalabilité, bah, c'est pareil, ça s'anticipe. Tu montes une agence, fais du building public, crée toi une belle marque personnelle et crée une belle marque pour ta société, et tu vas naturellement attirer les gens à toi. Les gens voudront travailler avec toi si tu une bonne marque. Et tu as déjà mis un pas en avant dans la scalabilité avant même d'avoir lancé ton projet. Mhm. Ouais. Comment est-ce qu'on devient un Max Van Out bis? Écoute, on m'a jamais posé cette question. Euh, Alors, faut pas, à mon sens, faut pas avoir peur de travailler. Déjà, si tu fais de l'entrepreneuriat et que tu commences à compter tes heures, retourne en CDI, c'est mieux. Mhm. Faut pas, faut, faut être, comment on dit, buté, focus, tu vois. Euh, Qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des gens qui te cassent la tête, qu'il y ait des gens qui veulent te mettre des bâtons dans les roues, tu t'en fous, tu vois, t'avances, tu marches. Pas besoin de Mhm. courir, juste tu marches, mais t'arrêtes jamais. Et après, faut être très curieux. Parce que l'entrepreneuriat et même le salariat, dans tous les métiers, ça évolue énormément, ça évolue très vite. Donc tu es obligé de te tenir au courant, de te former, d'apprendre en permanence. Et le dernier point qui, à mon sens, est le plus important, c'est la sociabilité. Je sais pas si ça se dit en français, ouais. Mhm. Le fait d'être Ouais. social, c'est important parce que le réseau fait tout. Je sais que ça, c'est un truc qu'on entend partout. Avoir un bon Mhm. réseau, c'est important, mais pareil, je m'en suis rendu compte en arrivant en Bulgarie. J'ai direct fait du contact et j'ai réussi même à faire du contact très haut placé, bah, grâce à la boulange, tu vois, c'est un truc tout con, mais on me connaissait grâce à ça. Et maintenant, tu vois, le moindre truc, le moindre problème, j'ai un contact, j'appelle, ok, j'ai ce problème, tu peux m'aider, tu connais quelqu'un, et boum, c'est réglé. Et ça, c'est un bond en avant par rapport il y a 5 ou 10 ans, mais c'est la folie, tu vois. Mhm. Genre, j'ai une sérénité absolue parce que peu importe ce qui se passe, je sais que j'ai quelqu'un que je peux appeler et le problème va être résolu. Et même, c'est pour ça que tu as des gens qui viennent à moi en mode ouais, Max, tu connais pas un tel, j'ai besoin de tel truc, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et je dis ouais, ouais, ok, t'inquiète, bouge pas, j'ai ce qu'il faut. Et ça, c'est un atout dans peu importe ce que tu fais. C'est hallucinant. Ok, ok. Bah, en tout cas, merci à toi pour aujourd'hui. Ça a été Merci un réel beaucoup. plaisir. Merci d'avoir accepté Merci. l'invitation. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Alors, il y a le YouTube pour les gens qui sont intéressés par du contenu long. Et après, pour du contenu un peu plus court, j'ai LinkedIn et Twitter. Et pour ceux qui veulent me contacter, faites-le directement sur LinkedIn, vous m'ajoutez, je vous accepte, je réponds à tous les messages, ou même envoyez-moi un message sur Twitter, je réponds à tout le monde. C'est avec grand plaisir que je développe le réseau, que si je peux filer un coup de main, je le fais. Donc voilà. Après, j'ai TikTok, mais je balance juste du short. Je suis jamais sur la plateforme, j'envoie juste le contenu. Mhm. Dans tous les cas, je mettrai tes liens en description pour toutes les personnes qui seraient intéressées par ton monde ou bien qui voudraient te contacter, tout simplement. Avec grand En plaisir, tout avec cas, grand plaisir. merci énormément pour ton temps. Merci à On toi. se on se reverra d'ici 6-7 mois pour voir ton évolution. Avec Euh, plaisir, avec donc, plaisir. voilà. Puis si vous En passez à tout Sofia, passez me voir, hein. Il y a cas, les bureaux, il y a tout ce qu'il faut, vous passez, hein. merci en tout cas. Je te souhaite Merci à énormément de toi. réussite et on reste en contact dans tous les cas. Avec plaisir. À bientôt. Merci à toi, Max. Salut. Du coup, les gars, c'était l'interview de Max. On se retrouvera pour un prochain podcast. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce podcast vous plaira. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à Max sur ses différents réseaux.
à aimer, à commenter. Et on se retrouve pour un prochain podcast. À bientôt. Salut.